L'avènement des super-héros au cinéma ne date pas d'aujourd'hui, et le genre en question ne cesse d'évoluer au fil du temps en nous proposant toujours des nouvelles visions de nos super-héros préférés, à des époques diverses et aux profils variés. Les deux maîtres du genre que sont DC Comics et Marvel n'ont pas tardé à exporter leurs comic books au cinéma, en comprenant qu'il y avait bien quelque chose à en tirer, et cela dès 1978 pour DC Comics qui réalisera sûrement le premier film de super-héros moderne, le Superman de Richard Donner. Bien évidemment, avant cela existaient quelques adaptations de Batman en 1966 et de Spider-Man en 1977 au cinéma, qui ne rencontrèrent pas le succès espéré à l'époque, malgré la forte popularité de la série télévisée kitsch de Batman, diffusée sur la chaîne ABC de 1966 à 1968, avec son premier interprète au cinéma, Adam West. Les années 70 lancent alors la mode du film de super-héros avec plusieurs suites au film de Superman de Richard Donner et quelques téléfilms de l'incroyable Hulk, mais malgré cela, le succès critique ne sera pas au rendez-vous et le public n'aura plus aucun super-héros à se mettre sous la dent. C'est à la fin des années 80, alors que la franchise de Batman est au plus bas, que le projet de refaire un film sur le héros de la nuit est évoqué avec comme réalisateur Tim Burton, qui imposera alors sa vision plus sombre et plus complexe du personnage du Chevalier Noir, bien loin de sa précédente représentation burlesque. Mais avant sa sortie en 1989, les studios, pris de peur par le choix de Burton en réalisateur qui à l'évidence n'allait pas refaire une adaptation kitsch et humoristique de Batman, élaborent une stratégie marketing pour promouvoir sa nouvelle poule aux œufs d'or. S'ensuit alors des jouets, des t-shirts, des bonbons, tout et n'importe quoi à l'effigie de Batman qui seront vendus avant la sortie du film, sans que la moindre image de celui-ci ne soit publiée au grand public à part le logo du film. En même temps, l'album de Prince réalisé pour l'occasion sortira dans les bacs, plaçant alors Batman sur le devant de la scène dans tous les domaines. Le casting sera dévoilé avec à ses rênes l'acteur comique Michael Keaton sous l'identité du Chevalier Noir, un choix qui comme ses successeurs sera décrié avant d'être adoré. Il fera face à l'acteur oscarisé Jack Nicholson qui interprétera l'antagoniste mythique de Batman, le Joker, et cette fois-ci, personne ne contestera ce choix, et ça se comprend. Le phénomène qui sera surnommé la Batmania battra son plein jusqu'à atteindre les 500 millions de dollars de recettes uniquement sur le merchandising, une somme incroyable qui poussera la franchise de Batman sur une nouvelle dimension. Le 19 juin aux États-Unis et le 13 septembre 1989 en France, Batman inonde les salles de cinéma dans le monde entier. Asphyxié par la Batmania, c'est plus de 2 millions de spectateurs français qui se déplaceront dans les salles obscures pour voir la nouvelle représentation de la chauve-souris, et le film rapportera au total 410 millions de dollars dans le monde entier, ce qui n'est pas rien pour un film n'ayant coûté que 35 millions de dollars, et qui est sorti durant la même période que Ghostbusters 2, Indiana Jones et la dernière croisade, et le nouveau James Bond, Permis de tuer. Le film de Warner Bros récoltera alors 910 millions de dollars en additionnant les recettes en salle et le merchandising, ce qui fait de Batman un véritable succès pour la Warner qui, rassurée par son pari osé, enclenchera une suite nommée Batman Returns 3 ans plus tard en reconduisant Tim Burton et Michael Keaton, mais aussi en élargissant son casting avec Michelle Pfeiffer dans la peau de Catwoman et Danny DeVito dans le rôle d'Oswald Cobblepot, plus connu sous le nom du Pingouin. Son budget doublera également, passant de 35 millions à 80 millions, mais il récoltera bien moins de succès au box-office que son prédécesseur, avec tout de même 267 millions de dollars dans le monde entier. Une chose est sûre, Tim Burton, et plus particulièrement Bob Ringwood, en charge des costumes dans le film de 1989, auront bel et bien redéfini l'apparence du Chevalier Noir sur certains points depuis sa toute première apparition en 1939 dans le comic book 27 de Detective Comics. Et il y en avait bien besoin pour une adaptation aussi sombre que Tim Burton voulait délivrer, et c'est dès les premiers instants que le Batman interprété par Michael Keaton se démarquera d'Adam West. La toute première apparition de Batman se fait dans la brume de Gotham, lors d'un clair de lune, faisant alors ressortir cette longue silhouette noire aux ailes déployées, descendant lentement telle une chauve-souris en arrière-plan. Comme la plupart des héros masqués, il n'est d'abord qu'un fantasme de certains, une hallucination pour d'autres, avant d'apparaître devant ses détracteurs. Vêtu de son costume noir et de ce masque à deux pointes, il effraie les bandits de Gotham et se fait petit à petit un nom. What are you? I'm Batman. Lié à jamais à son traumatisme d'enfance, il s'en servira pour diffuser la peur en s'associant à elle et choisira la chauve-souris comme principale inspiration pour sa tenue. Le costume du Chevalier Noir ne cessera de se réinventer tout au long de son existence. Créé par Bob Kane dans les années 30, il piochera dans les travaux de Léonard de Vinci sur la chauve-souris et s'inspirera des films Dracula et Zorro pour concevoir son super-héros. Après plusieurs modèles intégrés à ses comics, le Justicier de la Nuit sera tout d'abord vêtu d'un collant gris et d'un masque en tissu à l'écran, arborant le logo d'une chauve-souris sur son torse avec Lewis Wilson en 1943, avant de voir ce collant devenir gris et bleu,
avec un masque toujours en tissu encore une fois, mais légèrement redessiné, jusqu'à ce que le film de Tim Burton ne change complètement les codes. L'homme qui voulait tant protéger sa ville ne fera qu'un avec celle-ci cette fois-ci, car Bob Ringwood et Tony Dunsterville designeront cette nouvelle tenue complètement noire, aux allures d'une armure romaine avec ce plastron sculpté, une longue cape en cuir recouvrant la totalité de la silhouette du vengeur masqué, et ce masque noir, bien plus épais que les précédents, lui donnant alors cette prestance et cette allure intimidante grâce aux zones d'ombre qu'il peut créer selon l'éclairage de son environnement. Il est à l'image des gargouilles de Gotham City, fondu dans cette esthétique gothique et très personnelle de Tim Burton. Sans oublier ce logo noir et jaune, rattaché à ce masque, le symbole d'une chauve-souris, celui de Batman, mais aussi de Gotham City. Car il ne faut pas oublier que, avant tout cela, derrière Batman se cache Bruce Wayne, un milliardaire qui a perdu ses parents durant son enfance et qui s'est promis de les venger en défendant la ville qu'ils avaient eux-mêmes aidé à bâtir, Gotham City. Une ville polluée par la criminalité, où le soleil ne voit jamais le jour, le moment parfait pour vivre au tapis dans l'ombre. Le masque de Batman, c'est avant tout le symbole de l'anonymat, permettant à Bruce Wayne d'agir sous le nom de Batman et d'effrayer ceux qui oseraient mettre sa ville à feu et à sang. Il est aussi le meilleur moyen de se défendre avec tous ses gadgets, recouverts de Kevlar, il est à l'abri des balles, et il n'hésitera pas à se frotter aux plus dangereux criminels même si sa vie en dépendait. Le masque de Batman, c'est le symbole d'un espoir naissant, au cœur d'une ville en déclin. Le masque de l'homme chauve-souris subira quelques variations entre sa version de 1989 et celle de 1992, et José Fernandez, en charge de la création des costumes de Catwoman pour Michelle Pfeiffer et de Batman pour Michael Keaton, endurcira les traits du masque de l'homme chauve-souris en lui donnant des arcades plus fines et mieux dessinées, donnant au personnage cette mine des mauvais jours, mais offrant encore plus de potentiel au regard menaçant et mystérieux de Bruce Wayne. José Fernandez adoucira par contre l'épaisseur du masque, qui aura l'air moins gros, moins encombrant et plus proche de la forme du crâne de Michael Keaton, mais qui n'arrangera pas le problème que rencontreront tous les Batman, la capacité de pouvoir tourner sa tête convenablement. Un détail qui marquera les deux films de Tim Burton lorsque nous verrons le personnage être obligé de se tourner complètement pour regarder autour de lui. Bien évidemment, celui-ci gardera sa forme originale issue de la bande dessinée, qu'il ne quittera plus avant un bon moment, mais ces quelques petits détails embelliront notre super-héros qui verra aussi sa tenue être modifiée pour avoir l'air cette fois-ci d'une véritable armure en Kevlar. Après Batman Returns, Tim Burton sera évincé du nouveau projet Batman, ce qui poussera Michael Keaton à refuser l'invitation de Warner pour Batman Forever. Il sera alors remplacé par Val Kilmer, qui sera lui-même remplacé par George Clooney ensuite dans des opus qui seront bien moins brillants. Il faudra attendre cette année 2023 pour voir de nouveau Michael Keaton sous l'identité du Chevalier Noir dans le film The Flash d'Andrés Muschietti. On y retrouve un costume assez similaire aux anciens, avec sa couleur noire et son emblème jaune, une chose qui avait disparu des dernières adaptations en date de Nolan, Snyder et Matt Reeves. Le masque gardera sa forme initiale avec ses traits prononcés au niveau des arcades, un véritable hommage aux anciens costumes, tout en y ajoutant une touche de modernité, avec ses petits liserés sur chaque côté du masque, apportant cette petite touche tactique au héros des années 90, encore bloqué dans son temps. Le personnage de Batman est peut-être le protagoniste le plus évident lorsque l'on évoque le masque au cinéma. Il n'a cessé d'être redessiné depuis sa toute première apparition dans les années 30, donnant alors une multitude d'influences et de variations à celui-ci. D'abord un morceau de tissu pour conserver son identité, il deviendra un masque robuste destiné à effrayer ceux qui oseront le défier, véritable pierre angulaire dans la protection de son identité. Nous verrons sur cette chaîne que son masque évoluera selon ses détenteurs et son époque, mais il sera toujours considéré comme un fou allié.